Je ne veux plus jamais revoir ce film. Plus jamais. C'est fini. Parce que franchement, ça se voit peut-être pas ma tronche, mais je suis plus zaf que jamais. Bonsoir, tout le monde, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Je lève mon verre. Ah là 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 là, pas vous commencer. Il a l'air complètement traumatisé. Je peux pas venir à coup de ouais, mais attends, le film il est beau, mais après qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte rien. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui on se retrouve pour pour une nouvelle vidéo, excusez-moi. Non, cette fois-ci il s'agit là d'une vidéo et c'est un après-film, de toute façon vous avez vu le titre. On va parler de La Petite Sirène, le remake, je parle. J'aurais très bien pu parler à la fois du dessin animé original et du live action de cette année. Voilà, histoire d'en faire un film après l'autre ou même un versus. Mais déjà, je verrai pas trop l'intérêt, puis surtout de deux, c'est drastiquement le même film. Donc c'est soit je parle du dessin animé, mais j'aurais pas grand chose à dire non plus et j'en verrai pas trop l'intérêt. Ou soit je parle du dessin animé de 2023 et en même temps j'explique un petit peu ce que j'ai pensé du dessin animé. De toute façon, ouais, en ce qui concerne le dessin animé 89, j'ai pas grand chose à dire. Je voulais parler de La Petite Sirène avant tout parce que déjà je sais que je suis en retard et que tout le monde en a parlé, donc du coup je verrai pas trop l'idée d'en parler, mais surtout parce que ce film a subi une énorme polémique en fait, et on va y revenir plus tard. En attendant, je pense que le mieux serait peut-être de revenir au dessin animé original de 1989. Voilà, on y revient une petite minute là-dessus et après ouais, on s'attaque au film suivant. Bon, déjà, petit rappel pour ceux qui connaissent pas l'histoire de La Petite Sirène. C'est l'histoire du jeune sirène rousse du nom de Ariel qui vit sous les mers aux côtés du roi Triton qui est son père et qui vit un petit peu mal sa vie, un petit peu enfermé et qui a envie de sortir, voir le monde extérieur, le monde de la surface, voir comment ça se passe dans le monde extérieur. Évidemment, elle va finir par en faire une rencontre follement amoureuse lorsqu'elle va visiter un petit peu les plages d'à côté et trouver un certain Eric et elle va y tomber folle éperdument amoureuse et donc du coup elle va faire tout ce qu'elle peut pour devenir humaine et comme par hasard une petite sorcière assez mystérieuse fait son apparition dans l'histoire, ce qui du coup va permettre à Ariel d'enfin devenir une être humaine pour qu'elle puisse fréquenter ce dernier par amour tout simplement, et du coup va s'en suivre soit une histoire d'amour soit une terrible malédiction éternelle parce qu'elle n'a que 3 jours pour embrasser son bien-aimé. Si elle ne l'embrasse pas d'ici là, c'est soit elle devient une être humaine pour toute la vie, ou soit elle devient une de ses algues préférées qui va aux côtés de la sorcière. Une sorcière qu'elle ne connaît absolument pas. C'est bon pour vous? Alors, comment dire, ce film, c'est un film très révolutionnaire chez Disney, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, en 1989, Disney c'était pas trop ça, c'était pas le studio qui pondra d'excellents films d'animation. Bon, c'était le cas bien sûr par le passé, ils l'ont toujours fait. Sauf que le problème c'est que ils ont eu pas mal de gros beats ces dernières années, surtout dans les années 80. Donc ouais, les années 80 c'était peut-être parfait pour tout le cinéma, mais pas pour Disney, surtout pour l'animation de Disney. Ce qui fait que du coup ouais, petit à petit, plus le temps passait, plus on se désintéressait de ces derniers. Sauf qu'à un moment donné, Disney ils se sont dit allez c'est bon, trop c'est trop, on va terminer les années 80 sur une belle note positive. Et du coup c'est comme ça que naît un très beau film qui sera le premier d'une longue suite de classiques que l'on connaît tous, à savoir que l'on aura La Petite Sirène qui sortira en 89, et on enchaînera avec d'autres classiques tels que Le Roi Lion, Aladdin, Mulan, Hercule et plein d'autres films encore que vous pouvez citer tout seul. Et pourquoi je dis La Petite Sirène est révolutionnaire? Eh bien tout simplement parce que à cette époque-là, La Petite Sirène, c'était un petit peu la remise en mode, enfin que dis-je, le retour aux sources de Disney, enfin pour Disney surtout, parce que à cette époque-là, Disney, la dernière fois qu'ils ont mis une princesse Disney en valeur, c'était quoi, Cendrillon dans les années 50? Ouais, c'était à 30 ans, tout au plus, ou bientôt même 40 ans. Et du coup, avec tout ça, ouais, fallait bien révolutionner le genre, et c'est comme ça que naît La Petite Sirène. C'est un petit peu le retour aux sources de ce que sait faire Disney, à savoir écrire une belle princesse Disney qui a une belle histoire romantique d'amour, et aussi pour un peu plus vous connaissez Disney, donc vous savez tout ce que ça veut dire. Si vous avez eu des films très beaux comme La Belle et la Bête ou Le Bossu de Notre-Dame et tout ce genre de tralala, le départ de tout ça en fait ça a été La Petite Sirène. C'est un petit peu le Iron Man des princesses Disney qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai peut-être aimé le film, mais que il n'y a pas tout parfait non plus. Ça se voit que la formule a très mal vieilli et que ce film
commence déjà un petit peu à vieillir. Bon, déjà, faut qu'on parle de son animation qui a très bien vieilli hein, pour cette époque-là. Hein. C'est un film d'animation qui se passe sous l'eau, donc déjà, faire des films sous l'eau en 89, je pense, j'ai même pas besoin d'expliquer. Mais bon, faire de l'animation sous l'eau, je pense pas que ce soit la même histoire. Mais bon, franchement, l'animation a super bien vieilli, franchement. C'est encore aujourd'hui, en 2023, bah, c'est incroyable de voir que ce film-là n'a pas pris une ride. L'animation reste toujours aussi belle, toujours aussi fluide, même s'il y a des films qui auront fait mieux, surtout du côté de Ghibli, je pense, mais ça reste super beau et ça reste hyper réaliste. En tout cas, moi j'adore. Moi, le seul gros souci de tout ça, c'est que, ouais, bah, c'est peut-être un Cendrillon 2.0 ou un Blanche-Neige même 2.0, à savoir une jeune fille qui est princesse, un peu recluse dans son château, mais qui petit à petit va rencontrer son bien-aimé et qui après vont finir par s'attacher. Sauf que le méchant ou la méchante vont venir pour casser les couilles et du coup ils vont se faire battre et nanani et nanana et vécurent heureux pour toujours et... Ouais, si tu veux. Hein, ça va pas ta vie, mais va te faire. Aussi, le personnage d'Ariel, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est chiante, parce que, ouais, c'est une gamine de 16 ans, donc c'est normal d'être chiant quand t'as 16 ans, hein, j'en sais quelque chose. Moi, je trouve que le fait de dire que cette gamine a 16 ans et que, bah, elle veut s'émanciper de tout ça, bah, moi, je trouve que ça fait un super thème abordé, à savoir que, faut tous savoir que, avouer qu'à 16 ans, on a tous envie de s'émanciper, tous envie de partir de chez soi, parce que soit on a des parents casse-couilles, ou soit parce que, pour toutes les raisons que vous voulez, on a toujours eu envie de s'émanciper à cet âge. Donc, avoir Ariel qui a envie de partir au loin, vivre à la surface, parce que elle vit dans une famille recluse, qui leur recluse close dans un château pour rien, en fait, on sait pas pourquoi. Hein. Donc, du coup, ce qui fait que, avoir ce genre de choses représentées par Disney, moi, je trouve que ça peut en faire une qualité. Ça permet, en plus de s'identifier à cette personnage, ce qui la rend déjà attachant, et c'est déjà une bonne chose. Et du coup, ce qui fait que on peut avoir beaucoup d'attaches pour ces personnages et énormément d'apathie. Mais juste, moi, le gros problème qui me dérange, c'est que elle a voulu le prince Eric, elle a eu, hein, c'est bon, elle se marie, tout ça, elle a une belle vie, hein, machin. Mais voilà, c'est tout. Hein, elle n'a pas accompli grand-chose. Enfin, si, elle a accompli, mais c'est avant tout grâce aux gens qui sont autour de soi. C'est pas vraiment émancipée toute seule, c'est avant tout son père qui lui a permis de rejoindre son bien-aimé. Alors qu'au final, c'est pas vraiment Ariel elle-même qui a réussi à s'émanciper elle-même. Alors que dans d'autres films Disney, en fait, c'est ça un petit peu mon problème avec La Petite Sirène, c'est que, ok, c'est un très beau film, super sympa, les musiques sont belles en plus, qui plus est, mais juste, je trouve que les personnages sont certes bien écrits pour des personnages à retranscrire dans la vraie vie, mais le gros problème, c'est que dans leurs intentions qui sont mises en valeur, juste une, hein, Ariel, hein, quoi, comment dire? C'est-à-dire, l'histoire du film, c'est, elle veut quelque chose, elle a eu ce qu'elle veut, et point, voilà, c'est tout, pas besoin d'aller plus loin. Hein. Et du coup, c'est pour ça que j'aime pas trop ce film La Petite Sirène. Et se dire qu'on va en faire un remake, déjà, ça peut ouvrir plein de portes, à savoir que tu peux raconter une histoire complètement différente et la réinventer, la retranscrire, la réécrire et surtout la rendre un peu plus actuelle et beaucoup plus à la mode. Donc du coup, on en est en 2023 et c'est là que vont commencer les problèmes. Déjà, dès la bande-annonce, on nous a annoncé que la nouvelle Ariel sera jouée par une actrice noire. Ça a l'air insignifiant dit comme ça, mais voilà. Et c'est à cause de ça que les gens se sont plaints. Juste parce que Ariel allait être jouée par une personnalité noire. Qu'est-ce que je pourrais dire qui n'a pas encore été dit? Rien d'inédit. Bon, déjà, faut savoir une chose. La Ariel, l'original, hein, je parle évidemment, eh bien, elle est, ouais, hein, ça se voit qu'elle a la peau blanche et que c'est une femme rousse. Mais déjà, j'ai fait 2-3 petites recherches pour savoir si être noir et être roux, ça existe. Et je ne vous enverrai pas les sources parce que j'ai fait mes recherches. Et oui, ça existe. Je ne dirai pas qui, parce que je ne vous cave pas les noms de gens que je connais pas, et qui me connaissent pas. Mais, ça existe. Mais si je fais cette vidéo, c'est justement pour répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on a fait de Ariel une personnage noir? Justement, c'est une bonne question. Eh tout simplement parce que on vit dans une société. Non, c'est pas une référence à Joker, les mecs. On vit dans une société composée de plein de types de personnalités, à savoir que l'on a des noirs, des blancs, des beiges, des marrons, des personnes avec les yeux à moitié fermés, on a même des personnes LGBT, trans, gays ou bi ou tout ce que tu veux. On a tellement de diversification autour de notre monde que du coup c'est difficile de l'ignorer. Et donc ce qui fait que quand on voit des personnes blanches de partout,
bah ça ne fait pas bizarre parce que à force on est habitué, on y est même habitué depuis la nuit des temps. Mais pourquoi est-ce que des personnalités par exemple noires, gays, trans ou lesbiennes ou même asiatiques ne sont pas représentées dans les gros films à budget américain? Par exemple, on a eu Parasite qui a gagné l'Oscar de 2019 alors que c'est un film coréen. Mais pourquoi est-ce qu'un film coréen n'aurait pas le droit de gagner aux Oscars? Parce qu'il y a des gens qui sont plaints de ça. Il y en a plein qui sont plaints que Parasite ce soit un film qui a gagné l'Oscar alors que au final bah c'est complètement mérité, hein. Déjà le film il est excellent, et au point qu'il mérite l'Oscar du meilleur film, surtout en ce qui concerne les Oscars les mecs. Donc au final, si le film a gagné l'Oscar parce que c'était un bon film, voire même un excellent film, bah au final qu'il vienne d'un autre pays ou pas, c'est ni la première priorité, et puis surtout, on s'en fout. Voilà, on s'en fout complètement de savoir dans quel pays il vient. S'il est Oscar du meilleur film, c'est tout simplement parce que c'est le meilleur film qui a été sélectionné aux Oscars et qui méritait ce titre. On peut pas parler de tous les films. Et aussi, pensons un petit peu à tous ceux qui sont d'ethnie noire et qui se disent qu'ils peuvent pas jouer tel personnage parce que soi-disant il est pas de la même couleur de peau que lui. Bah, en quoi ce serait un mal que tu joues tel personnage? Je veux dire, il y a plein de gens qui sont cosplayés de telle ou telle autre façon, alors que c'est ni leur couleur de peau, ni leur attrait physique qui les correspond. Par exemple, il y a plein de gens de notre pays qui portent tous des vestes Akatsuki, alors que pourtant, si on regarde bien, Naruto, non seulement c'est une œuvre japonaise, et puis surtout, s'ils ont des prénoms japonais, bah du coup, pourquoi ça veut dire que tous les personnages de Naruto sont d'ethnie japonaise, en toute logique. Donc en soi, ce serait pas tout à fait logique du coup que nous tous on porte des vêtements Akatsuki. On ne peut pas, puisque soit on est français ou soit pour la majorité de mes cas on est arabe. Donc pourquoi est-ce qu'on porterait tous des vestes Akatsuki? Pour la simple et bonne raison que on s'en fout de savoir quel attrait physique on a besoin pour être quelqu'un. Ce qui compte c'est pas les attraits physiques que l'on a, c'est qu'on aime bien être tel ou tel personnage parce que on aime être des personnages. Et si l'actrice qui a voulu jouer Ariel s'est intéressée au rôle de Ariel, tout simplement parce qu'elle a grandi avec son idole, l'idole de son enfance. Elle a grandi avec Ariel quand elle était petite. Donc du coup, se dire qu'elle jouera le premier rôle dans un live action, déjà ça en fait rêver plus d'un. J'imagine à peine les gens qui ont dû participer pour pouvoir avoir le premier rôle. Et elle en avait rien à foutre qu'elle soit rousse ou qu'elle soit noire. Enfin, qu'elle soit pas rousse à ce stade. Non, ce qui l'intéressait, c'est juste de jouer son idole parce que c'était un de ses rêves et elle a réussi à le réaliser. Et tant mieux pour elle, tant mieux pour elle. Au final, la critiquer juste pour sa couleur de peau, on s'en fout. Et vous allez me dire, ouais mais non, mais attends, s'il faut, il y a plein de noirs qui vont prendre tous les hauts et machin, les noirs vont être partout, tout ça. Ah ouais, putain, on se plaint pour ce genre de choses, waouh. Oui, on se plaint juste parce que des gens changent de couleur de peau, mais quand on y réfléchit un petit peu, ça change quoi? Exactement, scénaristiquement ça change rien. Donc du coup, pourquoi est-ce que les gens se plaignent que on ait une Ariel en noir cette fois? Pour la simple et bonne raison que Ariel est jouée par une personnage noire. Il n'y a pas d'autre débat là-dessus. Voilà, ils sont pas contents parce que soi-disant Ariel est blanche, donc du coup doit rester blanche. Ouais mais non, si on aurait été bloqué comme ça, il y aurait plein de personnalités blanches qui seraient occupées à jouer des personnages blancs. Et les noirs, à côté, ils auraient quoi? Ce serait quoi leur part du gâteau? Encore se taper un 3e ou 4e ou 42e comic relief qu'on se tape depuis je sais pas combien d'années? Et puis surtout, alors attendez, 2 secondes, faut que je recherche quelque chose. Alors non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, c'est censé être un mégaphone, mais non, c'est pour que vous entendiez bien ce que je vais dire. Vous avez déjà un dessin animé avec une Ariel blanche et surtout, vous avez 80% du cinéma où le héros principal est un homme ou une femme blanche. Donc, de quoi est-ce que vous vous plaignez? Désolé, fallait que ça sorte. Donc voilà, si vous vous plaignez uniquement parce que Ariel est noire, déjà c'est raciste, mais extrêmement raciste déjà. Pourquoi est-ce que les noirs n'auraient pas le droit de jouer une Ariel en blanche? Et puis surtout, encore une fois, qu'elle soit noire ou pas, on s'en fout. Juste on s'en fout. Et du coup vous allez me dire que cette fois-ci j'ai bien aimé ce remake, sachant que j'ai craché sur le Roi Lion, j'ai craché sur Mulan, j'ai même craché sur Aladdin. Donc du coup ça veut dire que j'ai sûrement dû aimer la petite sirène cette fois-ci. Non. Non, parce que ce film-là montrait déjà bien d'autres raisons de s'inquiéter. Déjà, il faut savoir une chose, le film est réalisé par un dénommé Rob Marshall,
Ah, vous ne connaissez pas? Bah, je vais vous expliquer ce qu'il a fait comme film. Déjà, il s'est occupé du retour de Mary Poppins. Ah, ce remake là, ouais, ça va être un petit peu problématique là. Mais c'est aussi un des gars qui s'est occupé de Pirates des Caraïbes. Oh, attends, il a fait que l'opus déjà, comme ça on le sait. Ah bah il s'est occupé du 4e opus, à savoir La Fontaine de Jouvence. Bah non, c'est foutu. Bon allez, vas-y, je me casse là, parce que vas-y, ça a l'air nul à chier. Bon déjà, vous allez me dire d'où sort ce random et pourquoi est-ce qu'on lui a pris lui à la place d'un autre gars hyper compétent. Bah déjà parce que de 1, Pirates des Caraïbes c'est un film de pirates, il y a des bateaux, tout ça, et comme dans La Petite Sirène, il y a aussi des bateaux et compagnie. Ouais, bah c'est bien aussi de ramener. Et puis surtout, vous allez certainement rigoler à cette raison-là, mais on a pris ce mec-là parce que dans Pirates des Caraïbes 4, il y a des sirènes. Ma vidéo précédente était sur la chute de Pirates des Caraïbes, donc croyez-moi, j'en parle un petit peu. 2, la romance qu'il y avait dans ce film était ridicule. Et 3, ce film n'était pas ouf. Ensuite, faut aussi qu'on parle de la problématique des remakes Disney. On a parlé de Mulan, on a parlé du Roi Lion, on a vite fait parler d'Aladdin dans mon flop 10 de 2019. Mais voilà, on n'a pas abordé le remake en général. Mais pour ça, il faudrait que je développe un peu plus dans une vidéo à part. Le gros problème des remakes Disney, c'est que on fait tout pareil. C'est-à-dire, on prend des scènes qui ont marché dans le Disney original et on les refait, mais en version réelle, en version action live, juste pour montrer que c'est réel, qu'en quoi on a réinventé le cinéma, alors que non, vous avez rien réinventé du tout. Vous avez juste pris un film et vous l'avez remis en réel. Et justement, c'est ça le problème, parce que si on passe du réel alors que l'animation était faite pour nous ancrer bien comme il faut dans l'imaginaire, bah du coup on perd tout sens de ce film. Parce que le film que l'on a aimé est tellement formaté pour bien s'ancrer dans le réel, histoire d'être bien comme il faut réel, juste pour nous faire comprendre que la réalité est bien plus cruelle que l'imaginaire. Parce que oui, quand on passe de ça à ça, croyez-moi, c'est cruel. Parce que tu peux passer d'un personnage ultra haut en couleur que t'adores, que tu kiffes, etc., pour ensuite en arriver à un animal. Voilà, surtout quand il s'agit des animaux dans un Disney. Le Roi Lion est celui d'ailleurs qui en a le plus fait les frais. Ouais, t'as affaire à un animal qui déjà fait pas du tout réel et qui a pas du tout d'expression cartoonesque, pour pas dire aucune expression du tout. Mais après, on reproche souvent à ces remakes d'être des copier-coller, mais souvent, on en fait aussi, on reprend des scènes, c'est-à-dire, on les remanie pour en faire quelque chose d'un peu plus différent. Dans le live action de Aladdin par exemple, on a bien évidemment Aladdin qui est accompagné par Jafar, mais dans le dessin animé, on sait pas du tout que c'est Jafar. Ça a l'air d'être un sorcier au taquet chelou, un peu vieux machin qui a l'air bossu et qui est, bref, chelou et qui donne pas du tout envie de le présenter, qui emmène Aladdin à la cave des merveilles pour y prendre la lampe et surtout, c'était aussi le plan de Jafar, de devoir prendre la lampe à tout prix. Et on voyait un petit peu son humeur sarcastique derrière qui se cachait un petit peu, on le suggérait un petit peu surtout. Et bref, ce qui faisait que Jafar était hyper effrayant quand il était déguisé en une espèce de sorcier. Sauf que, comme on a fait un live action sur ce dernier, et on a décidé d'en faire Jafar qui escorte Aladdin à la cave des merveilles parce que il doit le faire et sûrement le sultan l'a invité à se faire exiler. Du coup, il doit être exilé au plus loin de la ville d'Abagabo, et du coup, ça s'applique pas seulement qu'aux expressions de personnages, ce genre d'affaires. Ça s'applique aussi à des scènes cultes que l'on adorait quand on était petit. Et du coup, ce qui fait que quand on assiste à leur réaction en action live, ouais, c'est pas ouf. Même des fois, ça peut arriver, des fois, de rajouter 2-3 petites scènes, histoire de montrer qu'on est un petit peu original comparé à ce qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire que des fois, il peut arriver de tomber sur une scène qui n'était pas dans l'original. Par exemple, dans le film Pinocchio de Robert Zemeckis, on tombe sur Pinocchio qui renifle de la merde. Ça n'était pas dans l'original, mais on le rajoute juste pour rappeler que le film est une énorme merde. Déjà, pour rappel, Robert Zemeckis, pour vous rappeler un petit peu ce que le gars sait faire, quand tu regardes son film Pinocchio, non seulement tu dis c'est triste, mais surtout tu te dis, putain, si même les plus grands réalisateurs ne savent pas nous faire des bons remakes live action Disney, si ce n'est Guillermo del Toro et Andy Serkis, qui serait capable de le faire si on est du côté de Disney? Donc voilà, je trouve ça très insultant, surtout notamment de Pinocchio qui est aussi un de mes Disney préférés quand j'étais petit, même si je l'ai plus vu depuis longtemps, mais bon. Maintenant que j'ai vu le live action, j'ai plus du tout envie d'aller revoir ce film de mon enfance, il m'a complètement déprimé. Mais bon, heureusement que
le stop motion de Guillermo del Toro m'a un petit peu redonné la patate après ça. Croyez-moi, allez me voir sur le stop motion de Guillermo del Toro, il est beaucoup mieux. Donc voilà, avec tous ces arguments, il y avait bien d'autres façons de débattre pour dire que La Petite Sirène allait être un film de merde. Bien plus que de dire que Ariel est devenu noir. Du coup, le film est nul. Non, non, le film est nul parce que Disney veut se remplir des poches, donc du coup, ils nous font un même film en plus fade. Point, voilà. Et du coup, vous allez certainement me dire, pourquoi est-ce que j'ai revu ce film alors? Pourquoi est-ce que je l'ai revu? Bah tout simplement parce que fallait bien remplir son flop de l'année, hein. Et surtout les gars, faut que je vous dise un truc. Depuis The Flash, je cherche impunément le pire film de l'année. Parce que franchement, j'ai pas envie de mettre ce film en flop 1 de l'année. C'est véridique. Et là, je peux pas vous dire exactement s'il sera encore en flop 1 cette année. Mais voilà, je cherche encore s'il y a pire que The Flash. Mais vous verrez mon flop 1 en fin d'année. Mais du coup, j'ai pas besoin de vous préciser l'histoire de La Petite Sirène. Parce que bah, vous la connaissez déjà, à savoir l'histoire d'Ariel. Qui est... Oh là, oh putain. Oh là là. Oh mon dieu, c'est moche. Oh là là. Oh mon dieu. Aïe. Oh, j'ai mal aux yeux encore. Ah non, non les gars, j'ai mal aux yeux. Non, non les gars, je vous jure. Premier degré. Dès que j'ai vu ce film, j'en pouvais plus, j'avais envie que ça s'arrête. En fait, c'est simple, dès que la caméra elle va sous l'eau, t'assistes à un sacrilège, mais un sacrilège inouï, putain. Tu te demandes comment c'est possible que l'être humain est capable de faire une chose pareille. Et puis aussi, on parlera même pas de nos pauvres petits animaux préférés, à savoir Polochon, qui donne envie de crier dans un polochon. Alors attendez, je vais l'imiter pour voir. Mais les gars, sérieux, en vrai premier degré, à chaque fois que je posais mes yeux sur ce film, j'en avais mal. J'avais vraiment mal aux yeux au fur et à mesure que je regardais le film. Jouant au sketch, je vous jure, c'était infernal. J'ai jamais vu des effets spéciaux aussi moches. Tu m'étonnes après que Pirates des Caraïbes 4, c'est le seul film qui se passe sur Terre comparé à tous les autres. Parce qu'il n'y a pas de scène qui se passe sur l'océan ou sous l'océan même. Il y a des moments où le film est hyper mal filtré, du coup ça rend le truc au taquet. Bref, ça donne pas envie de regarder. Il y a même des scènes de chansons qui se passent sous l'eau, notamment la chanson de Sous l'océan, qui est une bouillie, mais oh là là. Je crois que c'est non seulement la pire scène du film, mais je crois que c'est l'une des pires scènes, si c'était peut-être la pire scène de cette année. Merde. Et franchement les gars, je suis bien content de pas avoir vu ce film au cinéma. Parce que je pense que ça aurait été encore pire. Je pense même que j'aurais dû prendre rendez-vous chez Ophtalmo. Je devrais même porter plainte contre Disney pour m'avoir fait autant mal aux yeux à ce point-là. Mais allez, ça y est, ça recommence. Encore un gars qui compare ça à Avatar 2. Eh, tu sais, c'est pas du tout le même film à la base. Je sais pas si t'es au courant. Bon, ok, j'avoue, c'est pas comparable à Avatar 2, parce qu'Avatar 2, il ne mérite même pas sa comparaison avec ce dernier. Mais il y a plein d'autres films qui se passent sous l'eau avec lesquels on peut comparer. Rien que cette année, on a eu En eau très trouble, où ok, en termes de réalisation et de scènes sous l'eau, c'est pas ouf, mais ça reste déjà très pas mal. L'année dernière, on a eu Black Panther 2, où les scènes sous l'eau étaient pas ouf, mais tout d'au moins raisonnable. Tu peux reconnaître qu'il y a eu au moins un style, malgré le fait que ça a essayé d'être un petit peu trop porchant et que ça cache le fait que les effets spéciaux soient moches. En 2013, la bataille finale de Pacific Rim, elle aussi, se passait sous l'eau. Donc, Percy Jackson, le voleur de foudre, a des scènes sous l'eau qui sont très magnifiques et très mignonnes. Et puisque nous avons là un réalisateur de Pirates des Caraïbes, dites-vous que même la trilogie de Pirates des Caraïbes a des scènes sous l'eau plus honorables. Surtout, le premier opus de 2003 a des effets spéciaux sous l'eau qui sont plus beaux et plus admirables que La Petite Sirène qui est sortie 20 ans après. Vous voulez que j'abuse encore? Peur Bleue en 1999, lui aussi était un film qui littéralement se passait sous l'eau tout le long. Et pourtant le film reste tout aussi classe malgré certains effets spéciaux qui ont un peu mal vieilli. La même année, on a eu Star Wars, la menace fantôme, qui a eu des scènes qui se passaient sous l'eau et elles sont encore plus belles que celles de La Petite Sirène. Ah ouais, la honte. Être plus moche que la menace fantôme en 2023. La honte. Donc ouais, j'ai même pas eu besoin de comparer avec Avatar 2. Et je pense qu'avec tous les films que j'ai pris en comparaison, je pense qu'il est temps de se le dire. Mais La Petite Sirène de 2023 est sûrement le film aquatique le plus moche qu'on ait eu depuis longtemps, et même depuis jamais. Je pense même que c'est le film aquatique le plus moche de tous les temps. Enfin, si tu mets de côté les effets spéciaux, le reste du film, ouais, ça reste fidèle à l'original. Qui l'eût cru, hein, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Il y a juste quelques petits rajouts, des scènes qui se passent sur Terre, parce que soyons fous, soyons ris, Rob Marshall réalise mieux ses films sur Terre que dans la mer. Voilà, c'est pas un débat, c'est une réalité. Pourtant, c'est pas parce que c'est réalisé sur Terre que ça veut dire
que c'est bien fait aussi, hein, parce que ok, c'est pas pire que sous l'eau, ça c'est sûr, hein, je suis pas sûr qu'il sera capable de faire pire, mais bon, il y a des fois où je sais pas ce qu'il a, Rob, quand il tient sa caméra, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais le film, des fois, il tremble, la caméra, elle bouge et... Je sais pas ce qu'elle a. Alors, je vous rassure, hein, ça arrive pas tout le temps, hein, mais il y a des fois où j'ai l'impression que, je sais pas, le gars, ça se voit, il tient la caméra à l'épaule, mais il n'arrive pas à être stable. Genre, il a la tremblote, il a peur parce que ses parents sont venus l'assister au ciné, et du coup, il stresse. Bref, t'as quoi, Rob? Qu'est-ce qui t'arrive? Pense notamment à la scène du marché qui... Et franchement mal filmé, je sais pas ce qui se passe, pourquoi est-ce que ta caméra bouge dans tous les sens, alors que ça c'est censé être juste un plan fixe qui tourne un petit peu, mais pas à ce point là, pourquoi est-ce que ta caméra tremble à ce point là, qu'est-ce qui se passe bordel? Venez pas me dire, ah mais non mais c'est un parti pris scénaristique, juste pour dire qu'il y a beaucoup de monde dans le marché, du coup ce qui fait que ta caméra se sent bousculée comme ça, non, juste non, quand tu fais trembler ta caméra comme ça, quand tu filmes quelque chose, c'est que vraiment c'est mal fait, genre par exemple, ça vous plairait que je vous fasse la caméra tremblante comme ça, et que je vous fais la petite vidéo tranquillement, est-ce que ça vous plaît ça? Oh putain, on passe un excellent moment, super, bravo, waouh. Par contre, il y a des rajouts qui sont au moins satisfaisants. Ah là, j'avoue, là, je peux le dire, ah, pour du bien, là, quand il y a quelque chose de bien, là, oui, je le dis, il y a des rajouts qui sont sympatoches. Du genre, par exemple, il y a certaines scènes entre Ariel et Eric qui sont rajoutées dans le film. Et ça rajoute un petit peu d'exploitation et surtout d'attachement vers les deux personnages. Là où dans le dessin animé, c'était plus, bah... L'une est amoureuse d'un gars, le gars il commence à le connaître petit à petit, et du coup bah allez, on s'embrasse, on se roule une pelle. Alors oui, en soi je dis pas, hein, rouler une pelle c'est très intéressant, hein, c'est même très agréable, mais vous vous connaissez depuis même pas 3 jours, comment ça se fait que, alors que dans ce film, là il y a de l'exploitation de personnages, là le couple est un peu plus intéressant, et surtout il est un peu plus approfondi, du coup... Là, oui, j'ai de l'attachement un peu envers ce couple. Là, je le trouve intéressant. Là, c'est bon, ça va, c'est acceptable. Mais bon, après, c'est pas pour autant que la suite est parfaite. Hein. Même au contraire, hein, ça va au-delà même de mes espérances des fois. Par exemple, niveau musique. Oh mon dieu. Oh mes oreilles, même mes oreilles ont souffert dans le processus, putain. Eh ben les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je prends des risques pour vous. Surtout qu'en plus de ça, je vais devoir faire des rushs et prendre des vidéos de moche au montage juste pour l'incruster dans cette vidéo, putain. Donc franchement les gars, abonnez-vous à ma chaîne, ça fera un petit peu d'encouragement, s'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche et surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux. Non, je vous jure, là, c'est même plus une demande, c'est un besoin, là, s'il vous plaît. Non, je vous jure, je souffre, je prends des risques pour vous les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte. Parlons ensuite d'Ursula. Dans le dessin animé, Ursula elle était charismatique, elle faisait un petit peu peur et surtout, même si elle inspirait pas confiance, tu sentais quand même que ça avait l'air d'être une femme qui en imposait tellement que ça donne pas du tout envie de la fréquenter, qui donne pas du tout envie de la faire confiance. Bref, c'était vraiment une femme qui faisait peur. Là, dans ce film, bon déjà avec les effets spéciaux ça aide pas, mais surtout... Ouais, non, on souffle, c'est une antagoniste banale, classique, même l'actrice principale, j'ai l'impression qu'elle se donne à fond, mais pas trop non plus, pour éviter de trop faire effrayer les enfants, comme si c'était pas le putain de but non plus. En fait, cette meuf, elle me rappelle, comment elle s'appelle là, la meuf en rose là, dans Harry Potter, là, celle qui fait la Barbitch là. Alors que dans ce film là, j'ai pas du tout eu affaire à Ursula, non, au contraire, hein, j'ai juste eu l'impression d'avoir affaire à une méchante, tout ce qu'il y a de plus classique. D'ailleurs, je vous ai skip vite les musiques, mais en vrai, franchement, qu'est-ce que c'est chiant. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Vraiment, les musiques, il y en a un ras-bord, mais c'est vraiment abusé. Alors en soi, vous allez me dire, les Disney, il y a toujours eu des musiques, tout le temps même. Mais là, dans ce film-là, juste, c'est trop. Il y a trop de musiques qui, soit sont là pour rien, ou soit juste pour rallonger la barre musicale, comme si les gars, ils voulaient l'Oscar de la chanson originale. Même une musique où, franchement, je vous déconne pas, mais ce moment-là, elle était drôle. C'est pas par rapport au film, mais je vais vous expliquer. En fait, il y a une musique où à un moment donné, les gars, ils disent « Mon Dieu, il y a Ursula, vite, faut prévenir Ariel, tout ça. » Du coup, t'as nos animaux préférés qui vont prévenir Ariel, tranquillement. Mais du coup, bah, ils y vont, mais ils expliquent la situation en chantant. Ça en est à ce niveau-là, ouais. Genre, ils vont expliquer que Ariel, il y a Ursula qui arrive, et ils expliquent ça en chantant, mais non seulement c'est ridicule, mais putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants quand ils chantent. Non, je vous jure, j'ai du mal avec ce genre de musique, ils sont chiants quand ils chantent. On dirait une comédie musicale, alors que La Petite Sirène, oui, c'était musical, mais pas à ce point-là. Là, j'ai l'impression d'avoir affaire à une parodie de Palman Show. Et ce moment où vraiment ça m'a fait rire. Et à ce moment-là, j'ai lâché le plus gros merci, du soulagement,
que rien que pour ça, j'aurais aimé être au cinéma juste pour avoir à dire cette phrase. Comme ça, au moins, tout le monde m'entend et surtout, tout le monde comprend que ces musiques qu'on nous propose, bah, c'est de la... Ah non, je vous jure, ce merci-là, il était trop fort. Parce que juste pour dire, merci de vous taire. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Aussi une autre musique où t'as Ariel qui s'habille en chantant, là aussi. Pourquoi, hein, on saura sûrement jamais. Bref, t'en as plein des moments comme ça. Et ça s'arrête des fois jamais, c'est juste chiant. Maintenant, je vais parler du truc qui a le plus fait parler. Le fait que Ursula soit le frère de Triton. Alors ça, j'avoue, en faire la tante de Ariel, j'avoue que c'est une très bonne idée. Au moins, on sait d'où sort Ursula, on sait pourquoi est-ce qu'elle en est là. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en fait rien? Genre, on dit, oh tiens, c'est la sœur de Ursula. Non, non, sérieux, c'est le niveau du... On fout des LGBT dans des films et séries Disney. Vraiment, c'est genre, on a fait d'Ursula la sœur de Triton, maintenant on sait d'où elle vient. Voilà, c'est bon, on va pas en rajouter plus, on va pas développer plus. Non, non, on s'est dit, ça allait être là, c'est très bien. Bon, après, moi, il y a un truc qui chiffonne. Ok, Ursula est la sœur de Triton, qui est le père de Ariel, évidemment. Mais pourquoi est-ce que Triton, il a plein de filles, qui sont ses filles, mais ils sont tous d'ethnies différentes? Je veux dire, il y a une asiatique, une noire aussi, et une autre... Bref, il y a plein d'ethnies différentes là, d'un coup, c'est quoi ce bordel? Il y a une blondinette, il y a... On dirait pas du tout elles sont sœurs, on dirait des copines qui sont en train d'organiser une soirée entre elles. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est un lesbienne tapo. Est-ce que Triton est en train d'adopter plein de filles pour les rendre prisonnières? Et... Bah ouais ma gueule, qu'est-ce que tu crois? Bah ouais, évidemment, le roi Triton il s'est pris plein de meufs juste pour elle, histoire de bien... Ah t'as capté ma gueule? Ok, c'est des poiscailles sa mère, mais vas-y, on veut bien savoir comment ça se passe entre sirènes, tu vois? Comment est-ce que le roi Triton l'a fait pour les deux mecs? Il aime même pas Ariel, juste parce que c'est la plus plate d'entre elles. Bah ouais, faut se l'avouer, même tes posters ils sont moins plaqués frère. Oh, c'est quoi ce bordel? Crois pas mon gars, on a qu'une vie hein, quitte à être le mal alpha, autant bien dominer sur ses filles, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, moi je dis, c'est de la belle sardine que le mec il a pris. Juste, il peut pas m'en donner une, comme ça, moi je baisse bien, moi aussi. Et aussi, la prestation d'acteur, faut aussi que j'en parle. Mais même là, ça sent que les gars ils sont mous. T'as d'un côté Trito qui fait le daron. Voilà, juste qui fait le daron, mais pas genre, tu sais, le daron gros, effrayant, tout ça, qui te met bien la pression quand t'es pas capable de calculer tes mathématiques. Non, non, juste le daron qu'on voit dans tous les films de cinéma. Voilà, hein, juste le daron classique, on va pas faire d'efforts. Voilà, on va juste faire le même daron, mais un peu moins effrayant et un peu moins strict. Surtout aussi, on va en faire un gros gars raciste qui déteste les humains parce que, bah, soi-disant, ils sont destructeurs et il n'y a pas d'autre raison. Hein. Et d'un côté, bon, j'en ai déjà parlé d'Ursula, donc on va pas y revenir. Ensuite, on a Ariel. Je sais que Steven Caple Jr. a complimenté cette dernière parce que c'était soi-disant une bonne actrice. Mais franchement, non, hein, non. Elle se débrouille comme elle peut, hein, elle est bonne que quand elle chante. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais attends frère, t'es sérieux? Toi tu dis qu'elle est bonne en plus frère. Reste là comment elle est moche ça cette gadji. Reste là comment elle est. Une vraie gadji sa mère. Une gadji que tu croises même pas en Pattaya frère. Bon, reste-moi cette mochissitude. Reste-moi comment elle est. Reste-moi d'où c'est une Ariel ça. Reste-moi comment elle est dans le dessin animé. Tu vas vraiment me faire croire ta petite tapette là c'est une belle meuf ou quoi? Allez vas-y va te faire... Même Eric est passable. Voilà. Tous les acteurs en fait sont fades. Passables. Les animaux bah ouais c'est juste au niveau de la doublure qui s'en sortent le mieux. Mais faut pas rêver non plus. Conclusion, ces remakes Disney, je pense qu'on en a tous marre, hein. On a tous envie que ça s'arrête, hein. À un moment donné. Quand on dit que les dessins animés c'était mieux avant, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour que vous en fassiez des remakes nuls à chier. Parce que ok les gars, c'est bien d'aller au cinéma pour se retaper un petit peu de la nostalgie. Mais quitte à ce que vous revoyez un film que vous aviez kiffé étant enfant, bah, soit vous retrouvez un DVD de l'original, ou soit vous avez un mois gratuit Disney Plus pour revoir tous les films que vous voulez, hein, ils y sont tous. En bref, film moche, acteurs mauvais, des personnages mal écrits, un scénario... bof, qui n'a même pas changé comparé à l'original malgré quelques petits rajouts, une réalisation calamiteuse, évidemment, et des musiques catastrophiques et les thèmes abordés, ils sont... non, démodé. J'ai hâte de le voir en flop de l'année. En attendant, je lui mets un bon 25%. Voilà, c'est tout ce que je peux lui attribuer. Et je crois que je vais plus devoir m'attarder là-dessus parce que j'en ai encore mal aux yeux rien qu'y penser. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo qui était longue comparé à tout ce qu'on devait raconter. Surtout pour ce que je devais raconter. Mais bon, voilà, je vais forcément en parler. Et si je devais en parler, c'était avant tout... pour aborder le fait que Ariel est noire. Voilà, c'est tout. C'était juste pour ça. Et au moins, je donne un avis sur un film. Mais bon, là, j'avoue, je commence un petit peu à fatiguer. Bon, c'est quoi les films suivants qu'il y a abordé et que j'ai pas abordé cette année? Oh putain, on n'en est pas sorti.
C'est trop sale, je leur fais trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le OG, le million expert en paix.